C'était en 1944, sur une île perdue dans le vaste Pacifique, lorsque le colonel Tishi Yamamoto est tombé sur un spectacle qui le marquerait à jamais, un arsenal de 25 000 gallons de carburant d'aviation américaine, méticuleusement stocké dans des centaines de tambours d'acier, portant chacun le sceau incomparable de la puissance industrielle des États-Unis. Alors que leurs hommes transportaient les barils dans un entrepôt de fortune, une vérité énergique a commencé à se révéler dans son esprit. Ce n'était pas seulement du carburant. C'était un signe lumineux, une preuve irréfutable que la guerre que le Japon était liée à l'échec dès le début. Mais Yamamoto n'a pas célébré. Au contraire, une certitude froide l'a envahi: si les Américains pouvaient abandonner sans hésitation une telle quantité monumentale d'une telle ressource stratégique, tandis que les forces japonaises ont rationné chaque goutte comme si elles étaient de l'or, qu'est-ce que cela a dit de la vraie dimension du pouvoir qu'ils étaient confrontés? La guerre du Pacifique avait été de près de 3 ans et les victoires initiales du Japon étaient devenues une lutte désespérée pour la survie. Cependant, c'est à ce moment, entouré de ces tambours brillants, qu'un officier expérimenté comme Yamamoto comprenait, viscéralement, l'ampleur de l'industrie géante contre laquelle son pays battait. C'est l'histoire de la façon dont 25 000 gallons de carburant abandonnés sont devenus le symbole d'une défaite inévitable, et comment la révélation d'un seul colonel reflétait l'éveil pénible qui a pris le contrôle du sommet militaire japonais dans les dernières années du conflit. Pour comprendre le poids de cette découverte, vous devez revenir le 7 décembre 1941, lorsque le Japon a lancé son attaque surprise contre Pearl Harbor. À ce moment, les stratèges japonais, dirigés par l'amiral Isoroku Yamamoto et le général Hideki Tojo, pensaient avoir calculé tous les risques. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas rivaliser avec la capacité industrielle américaine dans une guerre prolongée, mais ils parient qu'ils n'en auraient pas besoin. La tactique était audacieuse: démêler les escroqueries si dévastatrices que les États-Unis, secoués, rechercheraient la paix négociée, permettant au Japon de maintenir ses réalisations récentes. C'était comme un combattant agile qui a confiance en éliminant son adversaire avant qu'il n'utilise sa taille et sa force à son avantage. Et au début, la stratégie a fonctionné de façon spectaculaire. En seulement 6 mois après Pearl Harbor, les forces japonaises ont dominé les Philippines, les Indes orientales néerlandaises, Hong Kong, Singapour et se sont profondément avancées dans le Pacifique central. Les troupes américaines, britanniques et néerlandaises semblaient s'effondrer devant la machine de guerre japonaise. Le drapeau du soleil levant a voyagé dans des territoires qui s'étendaient des îles Aleutiens aux frontières australiennes. Mais même les jours de gloire, la plupart des officiers perspicaces ont commencé à remarquer des détails troublants. Alors qu'ils prenaient des bases américaines, ils sont tombés sur des entrepôts remplis d'équipements, des dépôts de proportions inimaginables et des stocks qui ont révélé une abondance de matériaux presque obscènes pour les soldats utilisés par la rareté. Le lieutenant Hiroshi Tanaka, qui a participé à la capture de Wake Island, a marqué dans son journal: avec un mélange d'étonnement et de saisie, les Américains ont laissé plus de munitions que notre régiment entier. C'était une question que les services de renseignement japonais sont devenus de plus en plus urgents. Les estimations d'avant-guerre sur la capacité industrielle américaine étaient basées sur des données de l'âge de la Grande Dépression. Mais à mesure que 1942 avançait, les interceptions des communications et des documents capturés ont commencé à dessiner une image très distincte. Les États-Unis ne se remettaient pas seulement de Pearl Harbor, ils se mobiliseraient à une échelle qui remet en question toute logique japonaise. Les nombres qui sont venus. Les planificateurs japonais au milieu de 1942 étaient terrifiants. En 1940, avant la guerre, les États-Unis ont produit environ 6 000 avions par an. L'intelligence japonaise a conçu que jusqu'en 1943, ce nombre pourrait atteindre 20 000. La réalité? Il dépasserait 85 000 avions cette année seulement. L'écart n'était pas seulement génial, c'était un abîme qui a condamné tout espoir de victoire japonaise. Mais les chiffres abstraits étaient une chose. Ce qui s'est vraiment ébranlé les officiers japonais sur le front, c'est la preuve concrète de cette abondance écrasante. Le capitaine Kenji Nakamura, qui a servi dans les îles Salomon pendant la campagne Guadalcanal, a été étroitement témoin des opérations de fourniture américaines. Ils ont atterri la cargaison sur la plage et ont utilisé des tracteurs sur tapis roulants, des machines que les Japonais ne voyaient que dans les travaux civils, comme s'il s'agissait d'outils de guerre communs. Pendant ce temps, les troupes japonaises dépendaient toujours des cargaisons et des animaux de travail manuel. Mais c'est en carburant que la différence est devenue plus cruelle. Le Japon était entré dans la guerre en partie pour assurer le contrôle des champs pétroliers des Indes orientales néerlandaises. Comme les îles principales ne produisaient à peine de l'huile, chaque goutte devait être importée, raffinée et distribuée avec une précision chirurgicale. Les pilotes japonais se sont entraînés avec un minimum de rations de carburant, et chaque pilote expérimenté était un trésor irréprochable.
Les Américains, qui indiquaient déjà, avaient du carburant à gaspiller. Les communications interceptées ont révélé que leurs écoles d'aviation ont formé des milliers de pilotes sur des programmes de formation qui ont consommé plus de carburant en un seul mois que certaines unités aériennes japonaises ont reçu toute l'année. Les implications étaient dévastatrices, alors que les pilotes japonais ont été contraints de sauver chaque litre et de limiter leurs heures de vol, les Américains ont accumulé des centaines d'heures d'avion de plus en plus avancées. Yamamoto avait été témoin de cette opulence de près lors du combat à Seppan en 1943. Alors que les Américains avançaient le Pacifique central, leurs lignes d'approvisionnement ont montré une capacité logistique qui semblait presque surnaturelle aux yeux japonais. Les navires sont arrivés quotidiennement, déchargeant non seulement des munitions et de la nourriture, mais des articles que les soldats japonais ne rêvaient même pas depuis le début de la guerre, fruits frais, crème glacée, magazines et journaux imprimés pendant quelques jours en Californie. Ils font la guerre d'une autre manière, a écrit Yamamoto pendant la campagne de Seppan. Vos soldats se plaignent si la nourriture n'est pas fraîche, tandis que les nôtres se considèrent chanceux pour le riz. Leurs blessés sont évacués dans les hôpitaux volants pour une fondation avec des installations médicales complètes, tandis que les nôtres dépendent de postes de secours précaires. Mais ce qui concernait le plus les officiers japonais les plus lucides, ce n'est pas seulement la supériorité matérielle écrasante des Américains, c'était l'indifférence avec laquelle le Japon avait traité avec sa crède. Pendant l'élimination du Guadalcanal, les forces américaines avaient abandonné l'équipement parfaitement fonctionnel, comme s'ils étaient jetables, véhicules intacts, pièces d'avion, systèmes de communication, tous laissés sans hésitation. C'était un luxe que le Japon, avec son économie de guerre épuisée, ne pouvait jamais se permettre. Ce complexe logistique méticuleusement construit, même s'il avait consommé des mois de travail, des ressources rares et la sueur de centaines d'hommes. Ce n'était pas un retrait tactique, mais une reconnaissance tacite que la bataille était déjà perdue avant même que le premier soldat américain ne marche sur terre. Ce qui restait de leurs troupes, vendues par la tempête d'acier et de feu, s'est retiré dans les collines centrales, où la végétation dense a offert au moins l'illusion de la protection. Mais Yamamoto savait que ce n'était qu'une question de temps. Ce qui a suivi n'était pas une bataille, mais une démonstration calculée de puissance industrielle transformée en annihilation systématique. Les Américains ne se sont pas contentés de prendre l'île, ils l'ont démantelée. Alors que les derniers bastions japonais ont résisté dans les grottes et les tranchées de fortune, les ingénieurs américains commençaient déjà à reconfigurer le port, les voies d'atterrissage et les dépôts qui avaient, jusqu'à il y a quelques jours, fiers de l'ingénierie japonaise. En moins d'une semaine, qui avait pris des mois à construire a été réutilisé, étendu et intégré à la machine de guerre américaine avec une efficacité qui a bordé le grotesque. C'est alors, dans les jours qui ont suivi la chute de l'île, que Yamamoto a fait une découverte qui le rendrait stupéfait. Tout en inspectant les ruines de ce qui était son siège social, il a rencontré quelque chose qui ne devrait pas exister, un dépôt américain, des munitions et des pièces de rechange déjà opérationnelles et fournies en carburant, des pièces de rechange en quantité qui ont remis en question la logique. Ils n'étaient pas des fournitures capturées, ils étaient nouveaux, livrés par une flotte de briquets qui avait ancré comme s'il avait toujours été la leur. Mais le vrai coup est venu quand il a repéré, parmi les débris, un manuel technique abandonné, un guide de maintenance pour les nouveaux combattants Mustang PS-51, avions qui n'avaient même pas été déployés dans le Pacifique jusqu'à ce moment. Le document était daté de 3 mois dans le futur. Pendant un moment, Yamamoto a remis en question sa propre santé mentale. Était-ce une erreur d'impression? Une opération de désinformation? Mais comme il a examiné d'autres rôles dispersés à travers le sol, rapports de production, commandes d'expédition, mémorandum logistique, la norme a été répétée, date qui n'était pas encore arrivée, un nombre d'équipements qui ne soupçonnaient pas même le renseignement japonais qui existait. C'était comme si les Américains surmontaient non seulement la guerre dans le présent, mais opérant avec un calendrier avancé, comme si l'avenir leur appartenait déjà et qu'ils ne faisaient que remplir les formalités. La réalité l'a frappé avec la force d'un projectile, le Japon ne combattait pas une armée. C'était luttant contre une économie. Une économie qui a non seulement produit plus rapidement et plus précisément, mais a planifié sa victoire des mois à l'avance, comme si sa propre notion de rareté ne s'y appliquait pas. Alors que l'empire japonais avait disparu dans le sang, l'acier et l'espoir, les Américains jouaient un jeu différent où la défaite japonaise était déjà comptabilisée pour les balançoires trimestriels de Détroit, les chantiers navals de la côte occidentale et les feuilles de calcul de la production d'aviation Midwest. Yamamoto a doublé le manuel PS-51 avec des mains tremblantes. Il ne s'agissait plus de savoir si le Japon perdrait, mais quand, encore plus terrifiant, comment les Américains feraient cela. Parce que s'ils opéraient déjà avec l'avenir en tant qu'alliés,
alors le Japon ne perdait pas seulement la guerre. Je perdais du temps. Et contre cela, même Yamato Damashi n'a pas eu de réponse. Conçu pour perdre dès le premier jour. Ces centaines de tambours de carburant ne faisaient pas seulement preuve de supériorité logistique, le verdict d'un système opérant à une échelle qui a contesté la notion même de rareté. Yamamoto passa ses doigts à travers le couvercle de l'un des barils encore chauds du soleil tropical, et a ressenti le poids de l'effondrement. Chaque goutte de ce liquide doré a représenté des heures de travail dans les raffineries que le Japon ne pourrait jamais égaler, transportées par des navires que son pays ne pouvait pas couler suffisamment, stockés avec une indifférence qui ne pouvait naître que d'une certitude absolue, nous en avons plus. Et ce n'était pas seulement le carburant. C'était tout. Alors que ces hommes transpiraient pour rouler les tambours à travers une végétation dense, Yamamoto se souvenait des rapports de renseignement qui sont arrivés comme des coups de marteau, des usines américaines qui produisaient un bombardier lourd toutes les heures, des chantiers navals qui ont lancé un porte-avions comme s'ils pêchaient des barges, les lignes de montage qui crachent des réservoirs et des canons en rythme qui ont fait la production. Le japonais a l'air fait à la main. Le Japon a lutté avec la sueur et la précision de ses tactiques. L'Amérique a lutté avec les mathématiques de l'infini. Il s'est accroupi derrière un tronc pourri, écoutant les acouphènes lointains des moteurs américains, ces libérateurs et les L4 qui ont maintenant décollé dans 12, 20 et 30 équipes d'avions, comme s'il s'agissait de cartes de poissons au lieu de machines de guerre. Chaque vague de bombardiers quittant la piste nouvellement installée a été un rappel, le Japon pourrait renverser 10, 50 d'entre eux. Mais les Américains construisent plus. Toujours plus. Alors que l'empire du soleil croissant a épuisé ses derniers pilotes de kamikazes dans des missions d'une seule voie, les États-Unis ont formé de nouvelles équipes sur la base qui n'existait même pas dans les cartes japonaises. Ce réservoir de carburant n'était pas une cible. C'était un miroir. Et ce que Yamamoto a vu refléter en lui, c'est l'avenir, un avenir où le Japon, peu importe à quel point ses guerriers se battraient, les dents ne seraient jamais plus qu'un obstacle temporaire sur le chemin d'une machine de guerre qui ne connaissait aucune limite. Les samouraïs d'Antony sont morts pour honneur. Des soldats américains sont morts par routine, parce que leur nation pouvait se permettre de perdre des hommes et des machines dans la certitude qu'il y aurait des substituts. Ce fut une guerre où l'héroïsme japonais s'est écrasé dans la loi froide des chiffres, et les chiffres, comme Yamamoto bien le savait, gagnent toujours. Lorsque le dernier tambour a été caché dans la grotte qui a servi de cachette, et que ces hommes se préparaient à disparaître dans la jungle, le colonel a reçu un moment de silence. Ce n'était pas la peur. Ce n'était pas une défaite. C'était quelque chose de pire, la compréhension glaciaire que chaque sacrifice japonais depuis Pearl Harbor avait, en arrière-plan, un geste symbolique. Une danse ritualiste devant un dieu qui n'a pas entendu de prière, pensait qu'il consommerait les ressources et crache la victoire. L'Amérique ne surmonte pas la guerre. L'Amérique faisait la victoire, une pièce à la fois, en quart de 24 heures, avec du travail qui n'a jamais dormi et les machines qui ne se sont jamais arrêtées. Et contre cela, même le Bushido n'avait pas de réponse. Yamamoto a ajusté le binoculaire la dernière fois, observant la colonne de fumée qui a grimpé le dépôt non condamné à sa commande mais par un officier américain qui, lorsqu'il a réalisé le vol, avait préféré brûler le carburant pour le laisser tomber entre les mains de l'ennemi. Même en destruction, ils ont agi avec une abondance qui blessait. Alors que ces hommes s'éloignaient en silence, le colonel savait que ce n'était pas la fin d'une bataille, mais l'épilogue d'une illusion. Le Japon avait parié son existence dans l'idée que l'esprit pouvait surmonter la matière. L'Amérique venait de prouver que lorsque la matière devient infinie, l'esprit n'est qu'un soupir dans le vent. Le Japon a été condamné à partir du moment où il a choisi de défier un adversaire dont la capacité de production était si entravée qu'elle a rejeté comme jetable ce qui, pour les Japonais, était sacré au-delà de toute mesure. Ces 25 000 gallons de carburant volés prolongeraient la résistance sur l'île pendant quelques semaines de plus. Mais pour le colonel Yamamoto, ces tambours n'étaient pas seulement des fournitures, elles étaient la preuve matérielle d'une vérité plus cruelle que toute défaite militaire, le Japon a combattu un ennemi dont les ressources n'avaient pas de fin, comme les eaux d'un océan qui ne séchait jamais. Les dépôts de carburant, cachés dans des grottes excavées dans le ventre de l'île, étaient des monuments silencieux à la puissance industrielle américaine que Yamamoto ne pouvait plus ignorer. En distribuant ce trésor parmi ces 3 derniers oiseaux de proie en lambeaux, les derniers survivants d'une ancienne fierté, une ironie amère à l'intérieur. Ces 25 000 gallons, qui pour les Japonais signifiaient des mois d'opérations aériennes, n'étaient qu'une heure de production dans les raffineries américaines. 1 heure. Le moment où un travailleur a pris pour déjeuner. Dans les jours qui ont suivi l'attaque, Yamamoto n'était plus un officier de logis. Tika préoccupé par les batailles immédiates pour devenir,
contre sa propre volonté, un prophète d'une défaite inévitable. Les preuves ont été empilées autour de lui, dans des centaines de tambours estampillés avec des codes de production qui ont raconté une histoire d'usine travaillant sur des rythmes qui ont contesté l'imagination. Chaque nombre, chaque saut, a été un coup à la fierté d'un homme créé pour croire que la discipline pourrait surmonter tout désavantage. Mais comprendre la vérité et l'accepter étaient des choses distinctes. Yamamoto était toujours un officier japonais, à égalité par le devoir, l'honneur et une tradition militaire qu'il a vue en reconnaissant la défaite la plus vile des trahisons. Même lorsque les mathématiques de guerre sont devenues claires, lorsque les chiffres ont crié que chaque jour de résistance était un jour plus proche de l'abîme, il a continué à remplir ses ordres avec la même précision qu'il l'avait toujours défini. Le carburant volé a donné aux forces japonaises sur l'île une bouffée de vie artificielle. Pendant quelques semaines, ils ont pu se battre comme ils rêvaient, agressivement, avec des fournitures, explorant la supériorité tactique qui restait encore sur la machine de guerre américaine. Les 30 combattants, désormais avec des réservoirs pleins, ont pu atteindre 2 navires de transport et se réduire en cendres une demi-douzaine d'avions ennemis dans le sol avant que les défenses aériennes américaines ne s'adaptent à la menace. C'étaient des victoires. Petits, sanglants, célébrés comme s'ils étaient la préfiguration d'un tour. Ces pilotes, habitués à voler avec des réserves de carburant racontées en quelques minutes, ont finalement ressenti le goût d'une guerre sans corde. Pendant un bref instant, l'équilibre a semblé équilibré. Mais Yamamoto savait que c'était une illusion. La réponse américaine est venue comme un marteau. En quelques jours, de nouvelles escouades de combattants ont été dépliées sur l'île, les batteries anti-aériennes ont été renforcées et des patrouilles élargies pour étouffer toute tentative d'attaquer les dépôts d'approvisionnement. La vitesse et l'échelle de la réaction ont été une autre leçon, les États-Unis ont avalé des défaites tactiques sans même s'étouffer. Les navires endommagés ont été réparés ou remplacés avant la peinture des rapports séchés. Les pertes ont été remplacées comme si de rien n'était. Pour le Japon, chaque faible était une cicatrice permanente. Les 30 zéros qui ont décollé de l'île représentaient des mois de production épuisés par les usines japonaises, déjà asphyxiées par des attentats américains. Lorsque l'un d'eux était abattu, il n'y avait pas de substitut. Ce fut une réduction de 33% de la puissance aérienne, un coup qui faisait mal comme une amputation. Les pilotes américains renversés ont été remplacés par de nouvelles académies de formation, tandis que chaque pilote japonais perdu apportait des centaines d'heures d'expérience irréflérables. La mécanique américaine avait accès à des entrepôts pleins de pièces de rechange, les restes de métal soudés japonais sauvés de navires détruits, gardant l'avion dans l'air plus par l'entêtement que pour les ressources. Alors que les réserves de carburant ont diminué, Yamamoto a commencé à enregistrer ses observations dans des rapports méticuleux, écrits en langage sec et protocole que la hiérarchie avait besoin, mais chargés d'une vérité qui a brûlé comme acide. Les opérations logistiques de l'ennemi démontrent une capacité de production qui dépasse nos estimations précédentes dans les ordres de grandeur. Les réserves de carburant, les munitions et l'équipement suggèrent une planification stratégique basée sur l'économie mais l'abondance. Le personnel et les taux de remplacement des matériaux indiquent les systèmes de formation et de fabrication qui fonctionnent à une capacité maximale, avec des marges de réserve qui rendent nos pertes sans rapport avec eux. Mais ces rapports, comme tant d'autres envoyés par des officiers répartis dans le Pacifique, n'atteindraient jamais ceux qui ont décidé du sort de la guerre à Tokyo. Les sous-marins américains avaient transformé les voies de communication en pièges mortels. De nombreux documents ont coulé avec les navires qui les ont transportés, avalés par le moi. Mot océan qui séparait le Japon de son illusion de victoire. Même quand un rapport pourrait arriver, il est tombé sur une machine bureaucratique qui n'avait plus d'estomac pour une mauvaise nouvelle. En 1944, la vérité était un traître. Les officiers qui ont osé décrire la véritable extension de la puissance américaine ont été étiquetés défaitistes, retirés des postes de commandement, réduits au silence. Le leadership japonais a préféré se nourrir d'anciens nombres, estime que cela ne correspond plus à la réalité, d'optimisme qui, dans la pratique, n'était qu'une autre forme de reddition. Alors que des hommes comme Yamamoto, avec les mains et les yeux imbibés de l'huile ouvrir par l'expérience, assurent la médiation de la distance épouvantable entre le Japon et son ennemi, Tokyo a toujours planifié des stratégies en fonction de la croyance que la détermination pourrait arrêter l'inévitable. La déconnexion entre le front de bataille et le quartier général n'était pas seulement une erreur, c'était un suicide au ralenti. Et le Japon, aveuglé par la mythologie lui-même, a continué à marcher vers la falaise, convaincu que l'abîme se retirera. Il pourrait se permettre d'absorber des victimes qui auraient décimé toute autre armée et pourtant garder leur ligne de front intacte, comme si la guerre était un jeu où les pièces perdues ont été instantanément répondues. Yamamoto a regardé, avec un mélange d'admiration et de désespoir,
comment les Américains ont remplacé des divisions entières aussi facilement qu'un fermier semait un champ après la récolte. Alors que le Japon épuisait ses derniers réservistes, mal formés et hommes au-delà de l'âge du combat, les États-Unis ont défilé avant les paisibles bataillons frais, et équipés des dernières armes, comme si la machine de guerre américaine était une source inépuisable de viande et d'acier. C'était une asymétrie qui a transcendé la logique militaire et est entrée dans le territoire du grotesque. Chaque rapport qui a atteint les mains de Yamamoto a confirmé ce que ses yeux avaient déjà vu, le Japon a combattu un ennemi qui a non seulement dominé les chiffres mais semblait opérer sur une échelle de réalité distincte. Les Américains ne l'avaient pas seulement plus, trop. Et le pire n'était pas la supériorité elle-même, mais l'indifférence à laquelle ils l'ont montrée. Dépôts de munitions abandonnés sans même être sabotés, véhicules laissés avec des réservoirs complets, équipements de communication jetés comme les ordures, le détail a crié le même message, nous pouvons nous permettre de perdre du luxe. Pendant ce temps, au siège de Yamamoto, chaque goutte de carburant était prise en compte comme s'il s'agissait de sang. Chaque projectile tiré était une décision stratégique, chaque soldat perdu, une blessure ouverte dans le corps de l'armée déjà étendue. Les calculs qu'il a effectués ne visaient plus à gagner, mais combien de temps il serait encore possible de résister avant que les mathématiques implacables de guerre ne soient écrasées ce qui restait des forces japonaises. Et pourtant, Tokyo a insisté sur les plans qui présupposaient une réalité parallèle, où la volonté pourrait compenser le manque de ressources, où le sacrifice pourrait doubler les lois de la physique. Les officiers du personnel, assis des milliers de kilomètres de la ligne de front, ont attiré des flèches sur des cartes comme s'ils étaient des dieux qui déplaçaient des pièces dans une planche. Mais Yamamoto connaissait la vérité, ces flèches ont été écrites avec le sang des hommes qui ont déjà été tués avant même de recevoir les ordres. Chaque contre-attaque prévue était un funérail reporté, chaque victoire tactique une épitaphe déguisée. Et pourtant, la machine de guerre bureaucratique a continué de tourner, indifférente à la futilité, alimentée par l'inertie d'un système qui préférait l'annihilation à se rendre. Dans ses notes, Yamamoto a enregistré non seulement les chiffres, mais leur poids. Ils ont tout, a-t-il écrit lors d'une nuit d'insomnie, tandis que les acouphènes des moteurs américains résonnaient à l'horizon. Nous n'avons que l'honneur. Mais l'honneur ne brûle pas sur les moteurs, ne nourrit pas les canons, ne guérit pas les blessés. L'honneur est ce qu'il nous reste quand tout le reste est parti, et il nous demande encore de mourir pour cela, comme si c'était une stratégie. Ces paroles, n'ont jamais eu l'intention d'être lues, portaient le poison de lucidité dans un monde qui avait choisi la cécité. Les hommes sous leur commandement ont ressenti le même désespoir, bien que peu osent le nommer. Certains, comme le lieutenant Kuroda, ont transformé la discipline en une forme de folie contrôlée, prolongeant des armes qui ne seraient jamais utilisées, alignant des rangées de munitions qui ne seraient jamais licenciées, comme si la perfection des gestes pourrait compenser l'inévitabilité de la défaite. D'autres, comme le sergent Fujimoto, ont demandé la mort dans des missions suicidaires non pas par loyauté envers l'empereur, mais pour ne plus endurer la honte de savoir qu'ils ont été condamnés à perdre. Et il y avait ceux qui, comme Yamamoto, ont simplement continué, non pas par la foi en la victoire, mais parce que ce serait d'admettre que tout, les années de formation, les serments, les hommes enterrés dans les îles sans nom, c'était en vain. Avec chaque nouveau rapport de renseignement, chaque carte mise à jour avec des positions américaines avançant comme une marée, le problème n'était plus si le Japon tombait, et il est devenu quand, et à quel coût. Yamamoto savait que la réponse n'était pas en nombre, mais dans ce que ces chiffres représentaient, un empire qui avait confondu le courage avec la capacité, le sacrifice avec la stratégie et l'honneur avec la survie. Et tant que le monde qui l'entoure s'est effondré, il a continué à écrire, à calculer, à tester les limites de l'impossible, alors qu'un homme se noyant qu'il refuse de libérer l'horloge qui marque les heures de sa propre mort. La machine de guerre américaine a non seulement résisté, elle a régénéré. Alors que les unités japonaises ont explosé jusqu'à l'épuisement, remplaçant leurs morts par des recrues mal formées et des équipements obsolètes, les Américains fonctionnaient comme un organisme vivant, où chaque cellule perdue a été instantanément remplacée par un autre identique, sinon supérieur. Yamamoto a vu cela de leurs propres yeux, les plages qui avaient été prises au prix de centaines de vies américaines étaient, en quelques jours, occupées par de nouvelles vagues de soldats, qui ont marché avec précision, emportant le même pistolet et parlaient dans le même code crypté que leurs prédécesseurs, comme si la mort n'était qu'un détail logistique à surmonter. Ce ne sont pas des renforts. C'était une marée humaine, alimentée par un système d'entraînement si vaste qu'il faisait de la pénurie japonaise une blague cruelle du destin. Les chiffres, lorsqu'ils sont déchiffrés, ont révélé une vérité encore plus terrifiante, les Américains ont non seulement produit des experts, les rejetés. Radiopérateurs, mécaniciens, médecins de campagne,
la fonction a été remplie par des hommes formés dans des écoles qui fonctionnaient comme des chaînes de montage, où les connaissances ont été injectées dans la messe, comme munitions dans un chargeur. Dans certains cas, le nombre de techniciens américains dans un seul champ de bataille a dépassé le total des experts disponibles dans l'armée japonaise. Et le plus grotesque, ils pourraient se permettre d'utiliser ces hommes pour des tâches triviales. Un soldat japonais a appris à réparer une radio parce qu'il n'y en avait pas d'autre, un Américain a abandonné l'appareil et en a demandé un nouveau, car le remplacement est passé avant que la poussière acquiesçait. Cette abondance n'était pas seulement matérielle, il y avait un psychologique. Le soldat américain avançait avec certitude que si son arme échouait, une autre serait à portée de main, si votre réservoir a été détruit, 10 autres ont attendu à Porto, s'il tombait, sa place serait remplie avant que son corps ne se refroidît. Les Japonais, en revanche, se sont battus avec l'ombre de l'irréparabilité, chaque balle passée était une balle qui ne reviendrait pas, chaque mort un trou qui ne serait plus jamais rempli. Yamamoto a écrit des cas où les Américains ont abandonné les positions fortifiées non pas par la défaite, mais par calcul, car il était plus efficace d'en construire un nouveau que de garder l'ancien. Pour eux, la guerre n'était pas une question de conservation, mais de dépense. Et ils dépensaient comme si on jetait des pièces de monnaie dans un gouffre sans fond, sachant que le trésor ne tarirait jamais. Lorsque 1945 commença et que les bombardiers BE-29 commencèrent à sillonner le ciel japonais tels des essaims métalliques, Yamamoto comprit qu'il assistait à l'épilogue d'une équation écrite 4 ans plus tôt. Ces avions n'étaient pas que des machines, ils incarnaient une vérité mathématique, la production américaine de bombes dépassait la capacité du Japon à fabriquer des avions dans un rapport de 10 pour 1. Les chantiers navals américains ont lancé les navires plus rapidement que les sous-marins japonais ne pouvaient les couler, même si chaque torpille touchait, même si chaque équipage était impeccable. Et les camps d'entraînement américains crachaient des soldats à un rythme qui rendait sans importance même la victoire japonaise la plus sanglante, pour chaque homme tombé, 2 naissaient dans les usines de recrutement de l'autre côté du Pacifique. La révélation finale a eu lieu en mars, lorsque des formations de bombardiers ont survolé son île comme des nuages d'acier, se dirigeant vers les villes que le Japon qualifiait encore d'invincibles. Yamamoto a calculé, le carburant brûlé en une seule mission par ces monstres ailés dépassait la totalité du stock que ses troupes avaient capturé des mois plus tôt, ce même carburant qui, à l'époque, lui avait semblé être un trésor de guerre. Il ne s'agissait plus que des restes d'un festin auquel les Américains n'avaient même pas prêté attention. Ils n'ont pas économisé. Ils n'ont pas rationné. Ils ont gaspillé au parce qu'ils le pouvaient. Parce que leurs réserves ne se mesuraient pas en gallons ou en tonnes, mais en continents entiers convertis en arsenaux. Dans ces derniers récits, rédigés à la lumière vacillante d'une lampe à pétrole alors que les canons américains approchaient, Yamamoto ne se contentait pas de décrire la défaite. Ils ont disséqué l'illusion. Nous confondons les armes avec la stratégie, écrit-il, et le sacrifice avec le pouvoir. Mais la guerre ne se gagne pas par celui qui meurt mieux, mais par celui qui produit plus. Ils nous ont battus avant même de tirer le premier coup de feu, lorsque leurs usines ont commencé à fonctionner et que les nôtres ont cessé de rêver. Lorsque les Américains ont trouvé ces papiers parmi les décombres, ils ont découvert non seulement des notes tactiques, mais aussi le testament d'un homme qui avait regardé dans l'abîme de l'arithmétique et vu le visage de Dieu et il était comptable. Yamamoto a survécu pour voir le Japon renaître de ses cendres, cette fois non pas comme un empire mais comme un atelier. Il a travaillé en silence, appliquant les leçons qu'il avait apprises pendant la guerre pour reconstruire une nation qui comprenait désormais la vraie valeur du nombre. Il n'a jamais parlé publiquement de ses notes, de la nuit où il a réalisé que le Japon n'avait pas perdu une bataille, mais un jeu dont le plateau était fait d'acier et de pétrole. Ce n'est qu'après sa mort, lorsque ces papiers furent donnés à des archives historiques, que le monde apprit que la chute du Japon n'avait pas été scellée à Pearl Harbor, ni à Midway, ni sur les plages d'Iwo Jima. Il avait été scellé bien avant, lorsqu'un empire avait décidé que l'honneur pouvait remplacer les mathématiques et que l'esprit pouvait l'emporter sur la production de masse. Ces 25 000 gallons de carburant capturés en 1944 avaient acheté quelques semaines de résistance. Mais ce qu'ils ont réellement appris, c'est une leçon, dans le siècle de la machine, le courage n'est qu'une ressource parmi d'autres et les Américains en possédaient plus que le Japon n'en avait de tout le reste. C'est la pure vérité révélée par ces boîtes de conserve rouillées, les guerres ne sont pas gagnées par ceux qui désirent le plus la victoire, mais par ceux qui peuvent la soutenir. L'épiphanie du colonel Yamamoto, là, parmi les fûts de carburant volés à l'ennemi, n'était pas seulement un moment de clarté, c'était l'instant où l'histoire murmurait à l'oreille d'un homme ce qui criait déjà sur les toits, le Japon était entré dans une bataille qu'il ne pourrait jamais gagner, non pas par manque de courage, mais à cause d'une erreur de calcul fatale. Aujourd'hui, alors que nous démontons la guerre du Pacifique morceau par morceau, son récit n'est pas seulement un record, c'est un avertissement incrusté.
Cela montre que les conflits ne peuvent pas être résolus. Le domaine de l'honneur, mais en logistique, pas avec des discours enflammés, mais avec des feuilles de calcul de production. Ce carburant, aussi précieux que éphémère, symbolisait plus que le soulagement tactique, c'était la preuve matérielle que le Japon a combattu une marée que même le sacrifice le plus héroïque ne pouvait contenir. Les États-Unis ont non seulement produit plus d'avions, de navires et de munitions, un avenir produit. Et l'avenir, comme Yamamoto l'a découvert trop tard, n'est pas conquis avec des esprits indomptables, mais avec des engrenages qui n'arrêtent pas de tourner. La leçon de ces 25 000 gallons résonne comme un écho sombre, sous-estimer l'ennemi n'est pas un péché stratégique, c'est un suicide national. Le Japon pensait que cela pouvait compenser le fanatisme, ce qui manquait dans l'acier et l'huile. L'histoire a prouvé que sans les mathématiques de la guerre, même le courage le plus pur devient des cendres. Yamamoto a appris cela quand il était tard pour sauver son pays. Mais son héritage, ce moment de lucidité forcée au milieu du désert du Pacifique, permanissent comme phare pour ceux qui croient toujours que les guerres gagnent des désirs, pas avec des données. Que les nations qui rêvent de gloire militaire entendent cet écho avant de faire le premier pas. Parce que la différence entre un héros et un imbécile, sur le plateau de l'histoire, se résume souvent à une question simple, vous avez-vous dit directement ?